TV, la télé, c'est nous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20h45. Voici les titres de ce journal. Rappel à Dieu du président du Conseil constitutionnel Mamadou Lamine Badjo Camara ce jeudi, un homme de droit qui a marqué la justice sénégalaise de par son engagement et son travail remarquable dans le domaine des droits humains dans plusieurs pays. Un forum national a été organisé hier à Sandiara par les éleveurs du Sénégal pour exposer leurs problèmes. À l'approche de la Tabaski, ils s'inquiètent d'une probable ouverture des frontières et préfèrent prévenir l'état des conséquences. Parmi les doléances, le vol de bétail et la modernisation des forêts constituent des urgences. Nous y reviendrons dans le développement. À Foi, un village dans la commune de Nguyen, les populations s'opposent à un projet de lotissement portant sur 44 hectares. Les paysans ont arboré des brassards rouges pour dénoncer cette situation. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Comme nous vous l'avions dit dans les titres, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Lamine Camara, vient d'être appelé à Dieu. Cet éminent homme qui a marqué la justice sénégalaise est également connu par son travail remarquable dans le domaine des droits humains dans plusieurs pays. Astou Sow pour nous en dire plus sur cet acteur judiciaire. Né en 1952, Mamadou Lamine Badjo a obtenu son baccalauréat en 1971 au lycée Lamine Gueye avant son entrée à l'université Cheikh Anta Diop où il obtient sa licence en droit option judiciaire en juin 1975. Admis à l'ENA en 1977, il deviendra substitut du procureur en 1977, d'abord à la cour d'appel de Dakar, puis Ziguinchor et ensuite à Kaolack en 1980. En 1983, il devient le premier substitut du procureur de Dakar avant d'être nommé procureur de la République à la cour d'appel de Kaolack en 1984. Mamadou Lamine Badjo sera ensuite dans plusieurs pays pour se former comme Bruxelles, États-Unis, Zimbabwe et au Québec en 1996. Mamadou Lamine Badjo sera ensuite nommé président de la Chambre criminelle aux cours suprêmes et secrétaire général. Il fut aussi secrétaire général des cours de cassation de 1993 à 1999, conférencier à l'École nationale de police et à la gendarmerie de Dakar. Il était également expert en comité des droits de l'homme, représentant de la Commission africaine des droits de l'homme au séminaire de l'Association nigérienne des défenses des droits de l'homme. Ensuite,
membre commission d'enquête ONU sur la situation des détenus en Burundi en 2002. De 2004 à 2010, membre conseil d'administration à l'École nationale supérieure des magistratures au Bénin avant de devenir président du Conseil constitutionnel. Mamadou Lamine Badjo nous quitte avec une brillante carrière, mais aussi un travail remarquable au sein de la justice sénégalaise. Merci Astou. Parlons dès à présent des éleveurs du Sénégal qui ont organisé un forum national hier à Sandiara pour encore une fois exposer les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés. À l'approche de la Tabaski, ils se disent inquiets d'une probable ouverture des frontières et préfèrent prévenir l'État des conséquences dès à présent. Le vol de bétail est revenu sur les doléances, de même que la modernisation des forails, qui est une urgence. Ndeye Diagne a assisté à la rencontre. Voici le compte rendu qu'elle nous propose. De l'ambiance. Et pourtant, ils ont d'énormes difficultés, disent-ils. La Tabaski, c'est dans 2 mois. Les éleveurs du Sénégal attirent l'attention de l'État sur les conséquences liées à l'ouverture des frontières. Interpellons, la Tabaski, c'est pour bientôt et à chaque année, l'État ouvre les frontières. Les éleveurs étrangers nous envahissent avec une concurrence déloyale. Ils sont venus des 14 régions du Sénégal pour assister à ce forum dédié au secteur. Tous disent avoir les mêmes difficultés. Ces difficultés s'ajoutent au vol de bétail. Pour ces éleveurs, il est temps que l'autorité soit plus sévère à l'encontre des voleurs. La plupart d'entre eux sont récidivistes. Et chaque année, notre pays perd 2 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont alarmants. La modernisation des forails aussi est une doléance que Alika a posée sur la table des autorités. Il faut moderniser les forails avec les recettes générées par le secteur de l'élevage. Je m'adresse aux mairies. Nous, les éleveurs, nous faisons entrer beaucoup d'argent dans leurs caisses. Ces éleveurs ont beaucoup insisté sur la problématique de l'accès à l'eau pour abreuver le bétail, avant de demander au ministre en charge de l'élevage, Mabouba Diagne, de descendre sur le terrain et rencontrer les acteurs du secteur. Le maire de Sandiara, à qui ils ont soumis toutes ces doléances, espérant que les aides à les transmettre aux autorités se disent sensibles à cette situation des éleveurs. Alioune Deng appelle l'État à collaborer avec les maires pour construire des usines de transformation des produits laitiers. Alioune Deng, maire de Sandiara, est toujours au micro de Ndeye Diagne. Je pense que beaucoup en ont parlé aujourd'hui. Comment faire pour avoir plus de fourrage donc pour le bétail. Mais aussi, il y a les problèmes d'accès à l'eau qui ont été notés. Nous, au niveau de la commune de Sandiara, c'est dans ce cadre que tous les projets que nous avons d'adduction d'eau, nous prévoyons aussi des points d'eau pour le bétail. Nous l'avons fait dans beaucoup de villages et nous allons continuer cela. Mais aussi, il y a un problème qui est extrêmement important pour nous, c'est comment faire pour transformer les produits laitiers au niveau du Sénégal. Et à ce niveau, nous avons fait des efforts extrêmement importants pour faire venir la laiterie du berger, donc qui est installée à Sandiara, une usine de 12 milliards de francs CFA qui va commencer cette année et qui travaille en étroite collaboration avec les éleveurs pour leur transformer les produits. Ensuite, nous pensons que pour aussi régler le problème de l'aliment des bétails, il faut construire plus d'usines. Parce qu'on a parlé effectivement de subventions, mais je pense que la solution, ce n'est pas la subvention. Le problème pour nous, c'est comment faire pour produire des aliments de bétail en quantité suffisante pour pouvoir diminuer le prix. Et à ce niveau, nous avons une solution avec la zone économique spéciale que nous avons ici pour pouvoir accueillir des usines parce que nous sommes dans une zone d'élevage avec aussi le forail de Sandiara qui a une renommée internationale. Les éleveurs nous ont demandé de transmettre leurs doléances à qui de droit
Donc nous leur avons demandé de faire un mémorandum que nous allons transmettre à notre sous-préfet qui va le transmettre via le préfet mais aussi le gouverneur, donc le transmettre au ministre chargé de l'élevage mais aussi au président de la République. Foua 1 est un village dans la commune d'Enguénienne, département d'Mbour. Là-bas, les populations s'opposent à un projet de lotissement portant sur 44 hectares. Face au forcing de la municipalité qui a déjà fait la délibération et n'attend que l'approbation du préfet d'Mbour, les paysans ont arboré des brassards rouges pour dénoncer cette situation. C'est le compte rendu de Famandoy. Ils sont pacifiques mais résolus dans leur déclaration. Ces habitants de Foua 1 ne céderont pas à ces 44 hectares où ils font face à la presse actuellement. Les populations de Foua ne gagneront aucun intérêt de lotissement sur ces terres parce que leur principale activité concerne l'agriculture et l'élevage. Donc, si on se lève un bon jour pour venir lotisser ces terres, bon, dans quelle activité toutes ces populations vont encore gagner leur survie? Des discussions se sont tenues à leur insu, eux-mêmes les impacts directs qui disent être au courant de la délibération relative à ces terres déjà faites par la municipalité. Pour renégocier, il faut que le maire d'Enguénienne, Alpha Sam, remplisse ces conditions citées par ces paysans. En premier lieu, il va falloir qu'il casse d'abord cette délibération et à partir de ce moment maintenant, s'il veut, nous allons encore reprendre une nouvelle discussion qui va impliquer les impactés directs. Ces habitants de Foua en brassard rouge en ont même attaché sur les poignets des nouveau-nés. Ils interpellent l'autorité. Si tel n'est pas le cas, on va passer à un Ndengeler bis. Le chef du village Ndiogungom n'était pas au courant de la délibération à propos de ces terres. Un homme très âgé, certes, mais qui dit assume sa position, comme la population dit être contre ce projet de lotissement. Journée de lancement du projet de construction d'une école coranique moderne et une mosquée à Médina, un projet initié par Cheikh Moustapha Cissé visant à offrir à la population de Kaolack un établissement scolaire qui répond aux normes de l'éducation nationale et un cadre d'épanouissement pour leur progéniture. Cette journée a été présidée par l'imam de la grande mosquée de Médina, Cheikh Tidiane Aliou Cissé, et le porte-parole de la Faïda, Cheikh Mahi Cissé. Suivons les propos de Moustapha Cissé, coordonnateur du projet. kon fii tey dañ fi doon teg pose première pierre ci teewaayu imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ak imam Akbar. Nous sommes aujourd'hui ici pour la pose de la première pierre, en présence de l'imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé, le porte-parole de la Faïda Tidjania, plusieurs autres personnalités religieuses, ainsi que la population. Ce projet consiste à construire un dara moderne ainsi qu'une mosquée pour permettre à la population d'effectuer leurs prières et permettre aux enfants d'apprendre le Saint-Coran. Nous prévoyons de construire un R+1 pour l'internat. Nous avons aussi un programme bien déterminé. Nous voulons avoir un enseignement de qualité pour les enfants. Vous savez, l'éducation coranique est très importante, surtout pour le Sénégal. Beaucoup critiquent certes les daras et taxent les maîtres coraniques d'être des gens malhonnêtes. Aujourd'hui, nous voulons montrer à la population que l'enseignement coranique est un moyen pour nos enfants de sortir du mauvais chemin. Nous devons arrêter de diaboliser les daras, car que ce soit l'enseignement coranique ou l'éducation française, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Parce que Baye dafa bind doomam yi gàttal na ngeen bi ñu nekk Égypte di jàng bu ngeen mënee jëriñ humanité yépp ngeen jëriñ. C'était au micro de Sidi Mohamed Sarr. Parlons dès à présent des auteurs judiciaires des 3 cours d'appel qui se sont réunis en atelier à Saly pour une formation des magistrats sur la question des droits de l'homme. Djibril Ngandou, magistrat, en a profité pour rappeler les défis qui attendent ces magistrats. Il est au micro de Mansour Kamara.
Julien Gandou, je suis magistrat et je suis le directeur des droits humains au ministère de la Justice. Le sens de cette rencontre à Saly, comme vous avez dû le constater, c'est un atelier qui réunit les acteurs judiciaires de 3 cours d'appel. L'objectif, c'est vraiment de les réunir pour avoir des discussions approfondies sur les questions du droit international des droits de l'homme. Et donc, les magistrats, c'est un maillon très important de la chaîne judiciaire, de la chaîne de protection des droits de l'homme. Donc, c'est pour cela qu'au niveau de la direction des droits humains, avec les instructions du garde des Sceaux, nous a demandé d'élaborer un programme de formation pour les magistrats sur l'ensemble du territoire. Puisqu'il y a des conventions, il y a des accords qui ont été pris au niveau international par le Sénégal, il est normal que les magistrats soient au fait de ces accords, mais aussi connaissent les différentes méthodes, les différentes voies pour appliquer ces textes-là qui sont adoptés au niveau international. Les magistrats en premier lieu doivent être formés, doivent être sensibilisés par rapport donc à l'application de ces normes et traités internationaux. Parce que comme on l'a rappelé, les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. Donc dans quelle mesure celles-ci sont reçues dans l'ordre juridique interne, c'était ça la problématique de cet atelier d'aujourd'hui. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur ATV, la première télé urbaine d'Hambourg.